Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube pour analyser ensemble le thème astral de Monsieur Pierre Niney. Et oui, pas n'importe qui. Après avoir analysé ensemble le thème astral d'Adèle Exarchopoulos et François Civil, il me semblait plutôt nécessaire et plutôt logique de faire celui de Pierre Niney, puisque c'est un peu le trio gagnant, j'ai envie de dire, et le trio jeune, encore jeune, voilà, dans la trentaine, qui ont marqué les esprits, qui marquent toujours les esprits à travers leurs différents rôles au cinéma et éventuellement aussi leur charisme et leur beauté. Parce que oui, Pierre Niney a un charisme, a une beauté qui plaît à beaucoup de personnes. Il faut le dire, il faut l'avouer. Moi, perso, c'est pas forcément mon genre, mais je dois avouer que comme chaque acteur, il a quelque chose, il a un petit truc et je trouvais ça sympa de voir ensemble son thème astral aujourd'hui et d'analyser tout ça pour savoir le connaître un petit peu plus en détail, parce que le thème astral nous permet de le faire tout simplement. Voilà, donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui et puis on va voir un peu analyser qui est-il vraiment profondément en fait, en dehors de juste l'acteur qu'on connaît et de l'image publique qu'il renvoie. Sachant que, avant de commencer, c'est quelqu'un qui est donc, marié, si je dis pas de bêtises, en tout cas qui est en couple depuis quelques années, avec une femme, donc je crois qu'elle est d'origine australienne, si je dis pas de bêtises. Il a 2 enfants avec elle, je crois 2 filles. On va y revenir juste après et c'est quelqu'un qui est très discret, pudique sur sa vie privée. Et c'est aussi quelqu'un qui est reconnu et connu pour ses nombreux talents, enfin son talent de caméléon en fait au cinéma. Il a incarné beaucoup de rôles différents. Aujourd'hui, voilà, c'est une figure, du cinéma français, emblématique. Donc on va voir tout ça ensemble, mais c'est intéressant d'abord de commencer par du coup son parcours. Un peu savoir là où est-ce qu'il en est, qui est-ce qu'il est et cetera, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas, c'est ceux et celles qui vont tomber sur cette vidéo, mais bon, je pense pas. Très honnêtement, je pense que si tu tombes sur cette vidéo, si tu cliques sur la vidéo, c'est que tu le connais un minimum, je pense. Il est assez connu en France, hein, de toute façon, donc voilà, on va pas tergiverser là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il a fait son nom, il a fait son voilà, il a fait sa place. Donc Pierre Niney, né le 13 mars 89 à Boulogne-Billancourt, donc région parisienne. 13 mars, forcément, tu le verras après, on va y revenir, mais c'est un homme qui est Poisson. Donc intéressant parce que je l'ai expliqué dans la vidéo sur, François Civil et Adèle Exarchopoulos, si tu ne l'as pas vue, va la voir et même sur leur compatibilité entre les 2. L'archétype du Poisson, c'est un archétype qui revient beaucoup et on le verra, je ferai d'autres analyses de thème astral, vous le verrez sur les artistes, les chanteurs, les acteurs, les mannequins, les peintres, les sculpteurs, tout ça. Tous ces métiers un peu artistiques, créatifs, tout ça, l'archétype du Poisson ressort souvent. On va voir tout ça ensemble, mais déjà pas mal. Donc c'est un réalisateur, acteur, scénariste, humoriste, oui, parce qu'il réalise aussi les films, enfin, en tout cas, je sais qu'il est en co-réalisation, souvent en coproduction. Je sais pas s'il a déjà réalisé un film entièrement. Je vous avoue que je le connais pas par cœur, Pierre Niney. J'ai suivi ses films, j'ai regardé ses films comme tout le monde, je pense, en France, mais je le connais pas personnellement et j'ai pas accès à toute sa vie. Si vous êtes fan de lui ou si vous avez des infos, n'hésitez pas à les partager en barre, enfin, de commentaires. Mais voilà, sa carrière est riche et diversifiée. Aujourd'hui, il a touché à plein de rôles, comme je le disais avant, plein de choses. Il a remporté d'ailleurs le César du meilleur acteur. Il est reconnu pour son talent d'acteur caméléon, c'est ce que je disais juste avant. Il est capable de se fondre, en fait, dans différents rôles très variés, notamment, les films qu'il a fait, donc comme LOL en 2008, hein, on l'a vu apparaître dans le film d'ailleurs. Il y a bientôt une réédition du film, je crois, à l'heure actuelle où on parle. On est le 16 ou 17 mai 2025 là, là où là où j'enregistre aujourd'hui et ouais, il s'est fait connaître d'abord en 2008 assez tôt, dans LOL. Ensuite 20 ans d'écart avec Virginie Efira en 2013, Yves Saint Laurent en 2014, Five avec son pote François Civil en 2016, Sauver ou périr en 2018, La Mascarade, enfin Mascarade en 2022 et plus récemment, je pense que vous l'avez vu tous et toutes, en tout cas moi je l'ai vu, j'ai beaucoup apprécié. Énorme succès d'ailleurs, hein, au box-office, français, Le Comte de Monte Cristo en 2024. Voilà, donc clairement comme je disais en fait il a déjà reçu 5 prix quand même, hein, donc plus que François Civil. Alors on n'est pas là pour comparer, mais je crois qu'il est un peu plus âgé que François Civil si je dis pas de bêtises, on va y revenir juste après, mais il a déjà quand même reçu 5 prix, ce qui est déjà énorme, mais très mérité, pour lui, hein, forcément. Il a été nommé plus de 15 fois à différents, festivals, différents événements. Sa performance dans Yves Saint Laurent lui a valu donc le César du meilleur acteur, donc en 2015. Voilà, ce que je disais, avant. Donc plutôt très cool, hein, franchement, on va pas se mentir. Voilà, donc toutes ces récompenses soulignent le fait que
Effectivement, il est reconnu aujourd'hui comme un acteur qui est talentueux, qui est influent dans le cinéma français, et témoigne aussi de l'appréciation du public, hein, à travers ses différents rôles. La critique du public, à vis-à-vis des rôles qu'il a joués, et de l'intérêt qu'il suscite en tout cas, l'engouement, voilà, l'intéressement. Voilà et donc confirme aujourd'hui sa place en tant que, les acteurs les plus en vue de sa génération, ce que je disais avant, comme François Civil et Adèle Exarchopoulos différemment, mais clairement il est là. Il a fait sa place, il est en place donc voilà. Lui, rapidement aussi pour sa biographie rapidement, donc il est né le 13 mars, j'ai dit 89 à Boulogne-Billancourt, région parisienne. Il est le fils de François Ninet, professeur de cinéma, voilà et d'une mère qui écrit des manuels et des loisirs créatifs. Donc en fait, il a, en fait, grandi, si on prend juste les profils de ses parents, dans quelque chose déjà de créatif, d'artistique avec son père professeur de cinéma. Bon, déjà on est sur, c'est pas le cas de tous les acteurs, mais on est déjà sur, un background et un environnement qui est déjà propice à développer, ce genre de compétences, ou d'attrait pour, ce milieu-là. Il grandit dans un milieu qui est plutôt privilégié, dans le 14e arrondissement à Paris. Enfin, je pense, hein, il me semble, je connais pas par cœur Paris, mais voilà. Il a 2 sœurs qui sont plus âgées que lui, et voilà, c'est tout, donc c'est le plus petit, si je dis pas de bêtises. Il a aujourd'hui 36 ans, forcément, et il est le compagnon, ce que je disais avant, d'une, actrice, photographe et même aujourd'hui prof de yoga australienne, Natasha Andrews, depuis 2008. Donc ça fait longtemps, donc depuis finalement son rôle dans LOL, hein, dans le film LOL. Hem, il est en couple depuis longtemps et je crois même donc, qu'ils sont mariés, mais je suis pas sûre. Encore une fois, je peux pas confirmer l'information. Ils se sont rencontrés donc sur les cours, sur les bancs donc des cours Florent, quand à l'époque ils prenaient les cours Florent pour, théâtre, théâtre et cinéma. Voilà. Donc je pense que sa femme à l'époque était peut-être, intervenante ou peut-être photographe ou assistante, je ne sais pas trop ce qu'elle faisait, mais voilà. Aujourd'hui, ils ont 2 filles, donc c'est ce que je disais, Lola et Billy. Voilà, qui, ont aujourd'hui quand même quelques années. Lola est née en 2017, donc elle doit avoir 8 ans, 9 ans et Billy en 2019, donc 7 ans. Donc voilà, un papa. Voilà, il a fait sa vie. Comme je le disais avant, mais il est quand même très discret sur sa vie privée, c'est pas quelqu'un qui s'affiche beaucoup. D'ailleurs, sa femme, on la voit très peu sur les tapis rouges, les événements et cetera, parce qu'elle vient pas du tout de ce milieu-là, quoi. C'est pas un couple de stars, qui sont ensemble, les 2 acteurs qui se mettent ensemble et cetera, là, c'est pas du tout ça. Mais je crois que sa femme, elle a une petite communauté quand même sur Instagram pour, les petits férus d'Instagram, vous pouvez aller chercher Natasha Andrews sur Insta et même, je crois qu'il l'avait identifiée une fois sur une publication, mais je suis pas sûre. En vrai, il est pas très, même sur les réseaux, je crois qu'il est pas hyper, voilà, bien inné, il est pas, voilà, sur ça, sur sa vie privée, il est pas, voilà. Mais voilou pour son petit portrait et donc j'ai oublié de le dire, donc hop, juste là, enfin, je vais y arriver. Il a en numérologie, je fais la petite parenthèse numérologie parce que comme vous le savez, on parle d'astrologie ici avec le thème astral, mais dans le cadre de mon activité aussi et de ma création de contenu, si vous me suivez sur les réseaux, si vous me suivez pas d'ailleurs sur TikTok et Instagram, le lien est en description, venez me suivre. Mais je pense que vous me suivez déjà si vous êtes sur YouTube ou pas, parce que vous allez me découvrir via YouTube et c'est trop chouette. Hem Je pratique et je partage avec vous la numérologie, l'astrologie, donc comme là, c'est expliqué là aussi avec cette vidéo sur le thème astral de Pierre Niney et également la cartomancie. Donc j'ai un peu 3 casquettes, et du coup, j'aime bien faire cette petite parenthèse numérologie. Donc il a un chemin de vie numéro 7, qui est un chemin de vie ici, en numérologie qui indique beaucoup d'introspection, de spiritualité, de solitude, de retrait. C'est quelqu'un qui, va vivre les choses beaucoup dans son intériorité et c'est peut-être aussi quelqu'un, c'est pour ça aussi que sa famille, vous voyez, il la préserve en quelque sorte parce que c'est quelqu'un qui a besoin, je pense, même, en tant qu'âme, en tant que personne et cetera, d'évoluer tout seul, mais aussi de garder une partie de sa vie un petit peu plus secrète, un petit peu plus en retrait. C'est ça aussi souvent les chemins de vie en 7. Et c'est des chemins de vie très chanceux, hein, en général. C'est des gens qui ont de la chance naturellement, le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance. Donc bon, il est un peu né sous la bonne étoile, comme j'aime bien dire. Après, c'est très général ce qu'on dit là. Faut approfondir davantage sur tout son thème numérologique, il faudrait. Mais voilà, au niveau de son thème astral aussi, avant de démarrer, et de parler plus concrètement de son thème astral, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui, il a dominante sur son thème astral. Quand on parle de dominante, on parle des signes ou des maisons, enfin des éléments dans le thème astral qui ressortent le plus, ou qui forment le plus d'aspects, ou qui ont, bref, une place importante, un rôle important selon la répartition des planètes, des signes et cetera. Ici, il y a une dominante dans son thème astral qui est Gémeaux, Poisson et Capricorne
Et surtout ici, j'ai envie de dire Poisson, parce qu'on y reviendra après, il a 3 planètes rapides en Poisson, là, de ce qu'on voit et de ce que vous pouvez voir donc sur son thème astral au milieu. Capricorne aussi, il a 3 planètes intéressantes, donc ils sont pas rapides, mais quand même. Et Gémeaux, pareil, il a 3 planètes rapides aussi, donc surtout Gémeaux, Poisson et un peu Capricorne, avec ses planètes lentes ici. Donc c'est intéressant parce qu'il a surtout une combinaison de Gémeaux, Poisson, si on regarde d'un point de vue juste planète rapide, parce que vous le savez, c'est quand même ce qui est le plus personnalisé, le plus pertinent quand on analyse juste comme ça un thème astral, par rapport à une personne. Les planètes générationnelles et lentes comme Uranus, Neptune, ou bien Pluton sont moins pertinentes d'un point de vue personnel. Alors c'est pertinent de le savoir dans quelle maison elles sont, mais pas forcément dans quel signe puisque ça concerne beaucoup plus de monde, que ça. Comme par exemple ici Pierre Niney fait partie de la génération Uranus en Capricorne, Neptune en Capricorne, mais c'est pas le seul à avoir ce placement-là dans son thème astral au niveau du signe de Neptune ou d'Uranus. Mais par contre en maison, ça, c'est différent. En tout cas, voilà, il a une dominante Gémeaux-Poissons, si on doit faire vraiment le focus ici. Donc très intéressant parce que c'est ce côté caméléon que je vous disais au départ est très créatif, très artistique, très instinctif aussi, très intuitif. C'est quelqu'un qui, naturellement a cette fibre en fait, hein, a cette fibre créative, artistique. A le don de percevoir les choses, de sentir les choses, de vivre vraiment, d'être connecté à cette énergie-là créative, artistique. Et en quelque sorte aussi une énergie spirituelle, on y reviendra juste après. Mais voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui est très spirituel comme ça d'un point de vue extérieur, mais en tout cas, il a quelque chose en lien avec tout ça, la spiritualité, le karma, tout ça, tout ça. L'intériorité et son chemin de vie en 7 aussi nous le montre, donc finalement, c'est pas vraiment un hasard. Et sa dominante en Gémeaux, bah, un côté aussi très ouvert, très communicatif, très sociable, très dans le réseautage. Ça me fait penser un peu à Adèle, je l'avais dit dans son thème astral, mais Adèle a un milieu du ciel en Gémeaux. Donc milieu du ciel, c'est tout ce qui est carrière, accomplissement professionnel. Lui, bon, on le verra après, c'est pas forcément dans ce sens-là, mais il a quand même des placements qui peuvent aussi montrer cette facette de lui. Et souvent, pareil, c'est quelqu'un qui a multi-talent, multifacette en fait. C'est ça aussi, surtout ici. On y reviendra juste après, mais dans l'idée, c'est ça. Donc c'est un bon mélange entre ces 2 choses-là. Donc avec le côté intuitif, créatif, artistique du Poisson et le Gémeaux, un côté très, flexible, communicatif, ouvert, adaptable, caméléon, tout ça, tout ça. Donc il y a un vrai, vrai beau profil ici. Donc voilà, pour ça. On va commencer du coup ici, comme d'hab, par présenter les planètes ici en signe astrologique et surtout les planètes rapides, comme je disais, c'est ça qui est le plus intéressant, donc c'est-à-dire les planètes qui vont du Soleil jusqu'à Saturne. Et ensuite, on fera une petite parenthèse aussi sur 2 petits astéroïdes qui sont quand même importants aussi, donc Chiron, Chiron et Lilith, que vous connaissez maintenant si vous avez regardé mes dernières vidéos. Et si vous connaissez un peu l'astro, vous savez que les planètes restent le centre d'une analyse dans un thème astral, que ce soit les planètes en signe, en maison, les aspects entre les planètes, etc. Mais il faut regarder aussi, on peut s'intéresser à d'autres éléments à côté autour, et on va regarder aussi les angles ensemble après aussi du thème astral. Donc les angles notamment l'ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Mais voilà, il faut rester quand même focus, il faut synthétiser, c'est aussi le but ici de cette vidéo et d'une analyse de thème astral. On ne peut pas partir dans tous les sens non plus. Il faut rester quand même focus. Donc soleil en poisson, il a son soleil en poisson et en maison ici 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire alors le soleil en maison 2, c'est, quelqu'un qui naturellement va être attiré alors juste comme ça vite fait, je sais pas si j'en parle juste après, je pense pas. Non, je pense pas, mais je vais vous l'expliquer, je vais le faire à la petite parenthèse. Je pense pas que je l'avais fait non plus pour, Adèle et François, mais c'est pas grave, comme ça je le fais là et vous pourrez aussi vous analyser ça parce que c'est vrai que vu que je synthétise, je n'explique pas tout, mais c'est intéressant aussi de voir les planètes en maison comme je disais et pas que seulement en signe. Donc son soleil en poisson, ce que je disais, c'est une personnalité naturelle parce que le soleil c'est l'identité, la personnalité, l'énergie vitale, une personnalité artistique, créative, sensible, empathique. Même s'il le montre pas forcément à l'extérieur, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses et qui est très ouvert à ça, qui a des capacités là-dedans. Son soleil en maison 2 lui donne aussi beaucoup de charisme, d'attrait, de confiance dans ses ressources, la création de sa richesse intérieure, de ses ressources matérielles, financières et cetera. Naturellement, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est tourné aussi vers ça, puisque son soleil en maison 2 nous le montre ici. Mais encore une fois, son soleil en maison 2 nous montre aussi que, ses richesses, du coup, son côté matériel, financier, parce que c'est ça la maison 2 en astrologie, va peut-être aussi se gagner avec cette énergie du soleil en poisson, donc avec la création, le côté artistique, la chanson, la musique, le cinéma, et on est en plein dedans finalement, hein, donc c'est assez cohérent ici, et assez intéressant. Sa lune ici est en Gémeaux. Alors la lune, c'est le monde émotionnel, l'enfance, la relation à la mère, et cetera. La lune en Gémeaux donne un aspect un peu instable, parfois lunatique, qui ressent beaucoup d'émotions. Parfois, les émotions sont très changeantes, d'une minute à l'autre, donc c'est compliqué dans ce sens-là. En revanche, c'est aussi une façon de gérer ses émotions, de vivre ses émotions, qui est très dans, comment dire? L'ouverture, la communication, la verbalisation ou l'intellectualisation, un des 2. Donc s'il le verbalise pas, il intellectualise beaucoup.
C'est une gestion émotionnelle qui est beaucoup plus rationnelle et surtout intellectuelle ici. Voilà, mais qui lui donne aussi une palette émotionnelle très riche et parfois un peu instable, un peu compliquée à gérer. Sa lune en plus ici est en maison 5, donc il y a un côté aussi avec sa lune en Gémeaux, la maison 5 c'est les plaisirs, la créativité, l'amour et cetera. C'est quelqu'un qui naturellement a une intuition ou une sensibilité plus accrue sur, bah, le côté créatif, l'amour, l'expression de lui-même aussi parce que c'est ça la maison 5. Donc il y a un côté très, intuitif, très, sensible aussi, une sensibilité et la lune, ça peut être aussi un côté créatif et donc là, dans cette maison 5 et en Gémeaux, ça lui donne pas mal de choses. Et cet aspect caméléon du Gémeaux, je l'ai expliqué et avec le métier qu'il fait aujourd'hui, avec qui il est, son chemin de vie, ça colle plutôt bien. En revanche, c'est vrai que pour le côté émotionnel, parfois, c'est ce que je disais, le Gémeaux, ici, il y a un côté aussi où, avec sa lune ici en maison 5, où peut-être que, il est très sensible et très attaché justement à cette notion d'amour, de créativité, d'expression de soi. Il est très sensible aussi peut-être à des remarques ou, à des compliments qu'on peut lui faire et cetera à ce niveau-là. Et donc du coup, dans ce sens, un peu lunatique, instable avec cette énergie du Gémeaux, donc parfois c'est un peu compliqué, je pense, pour lui, mais malgré tout, il sait jouer avec ça et il est connecté à cette énergie-là. Ensuite, il a Mercure en Poisson, bon, un classique. Il est en plus acteur. Mercure, c'est la communication, l'apprentissage, l'intellect, la transmission de pensée. C'est la manière de réfléchir, de construire ses pensées, construire son discours, d'apprendre, de transmettre ses connaissances, de connecter avec son entourage proche aussi, sa fraternité, les gens autour de lui et cetera. Mercure en Poisson, ça donne un côté très empathique, très spirituel, très créatif, très artistique, très intuitif encore une fois, donc très, très cohérent ici. Et en plus, il a Mercure aussi en maison 2, donc encore une fois, on est en plein dedans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison 2, c'est vraiment la maison des ressources matérielles, des compétences innées, naturelles. Donc clairement, il était fait pour le métier un peu d'acteur, ou en tout cas, il aurait pu faire photographe aussi, peintre, chanteur. Ça lui aurait convenu à merveille ici, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas, avec ce Mercure en maison 2 en Poisson, qu'il donne des cours un jour ou qu'il forme les gens, qu'il ouvre une école de théâtre ou de cinéma et cetera, ou qu'il montre aux gens comment gagner sa vie en tant qu'acteur ou, je sais pas, comment développer sa carrière d'acteur et cetera. Parce qu'avec ce Mercure en maison 2 en Poisson, ça m'étonnerait pas du tout. C'est très intéressant comme, en revanche, c'est vrai que le point négatif du Mercure en Poisson ici, c'est que, les Mercures en Poisson, ce qu'on appelle donc, Mercure en Poisson, c'est un Mercure qui est en selon les règles de l'astrologie, c'est un peu technique, mais encore une fois, si vous connaissez pas tout ça, que vous êtes encore un peu vous pataugez, n'hésitez pas à télécharger mes ressources gratuites, d'accord? Ou accéder à ma formation payante en astrologie. Tout est les liens sont en barre d'infos, en barre de description. Comme ça, vous aurez tout et vous pourrez pas dire: «Je comprends pas, nanani nanana». Voilà. Et de toute façon, sur mes différents réseaux sociaux aussi, je parle beaucoup de tout ça, donc vous pouvez aussi vous renseigner là-dessus aussi, de manière gratuite. Le Mercure en Poisson, ce qu'on appelle le Mercure qui est en chute en astrologie. Donc un Mercure en chute, ce qu'on appelle, c'est un Mercure qui une planète Mercure qui est pas hyper à l'aise dans son environnement, dans le sens où les Mercures en Poisson ont aussi parfois des discours assez flous, des discours assez vagues. Ils se perdent un petit peu dans leur monde imaginaire, dans leur monde, dans leurs rêves, dans leurs, objectifs et cetera. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un, qui a tendance aussi parfois à avoir peut-être beaucoup d'idées, beaucoup de projets artistiques, mais aussi d'un point de vue financier, c'est pas toujours réalisable ou, ça se concrétise pas toujours comme il le veut ici avec son Mercure en Poisson maison 2. Ou alors il y a un côté juste avec Mercure en Poisson où parfois il a du mal à clarifier ses idées, avoir un discours clair, même dans la manière dont les gens le comprennent aussi et l'entendent et discutent avec lui. Il y a ce côté aussi négatif, un petit peu «négatif» entre guillemets, du Mercure en Poisson. Mais ça reste un bon placement et dans le cadre de qui il est, son chemin de vie, ce qu'il accomplit, ce qu'il fait dans sa vie et cetera, c'est plutôt cohérent aussi ici. Ensuite, après Mercure, on a ici Vénus en Poisson. Donc Vénus en Poisson, ici, il a aussi sa Vénus en maison 2, pareil, très intéressante. Vénus, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est le domaine artistique aussi, c'est l'argent, c'est l'harmonie, c'est la beauté, c'est l'apparence physique aussi. Alors ici, Vénus en Poisson, c'est un très beau placement, contrairement à Mercure en Poisson qui est pas forcément le meilleur placement. Vénus en Poisson, ce qu'on appelle, selon les règles de l'astrologie aussi, c'est une Vénus qui est en exaltation. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en fait, c'est une Vénus qui est très sensible, qui est très, dans, la sensibilité artistique, dans le goût pour, certaines, pratiques, artistiques. Enfin, il y a une finesse, et un goût vraiment raffiné pour tout ce qui est beauté, art, créativité et cetera. Donc c'est et puis d'un point de vue aussi couple amoureux, c'est des personnalités assez romantiques, assez sensibles, qui prennent soin de l'autre, qui sont à l'écoute de l'autre. Donc dans son couple, je sais pas comment il est, après il faut regarder tout un tas d'autres choses et surtout aussi d'un point de vue là ici Vénus pour un homme,
c'est le type aussi de profil de femme qu'il attire. Ce qui est marrant, je vous l'ai expliqué juste avant, c'est qu'il attire enfin sa femme aujourd'hui est prof de yoga, hein, et elle était photographe, si je dis pas de bêtises, si je reviens un petit peu en arrière. Elle était photographe à l'origine, sa femme et actrice. Donc finalement, ça colle plutôt pas mal avec ce Vénus en Poisson et le type de partenaire féminine et du coup femme qui l'attire. Ça colle vraiment très bien là, ici pour le coup. Donc du coup, voilà, Vénus en Poisson, c'est génial pour ça, pour l'amour, pour la sensibilité créative, artistique aussi, ça donne beaucoup de choses et en maison 2 ici, ça lui donne, bah, un côté où justement il va pouvoir aussi gagner de l'argent à travers tout ça et que sa force à lui, c'est sa sensibilité, artistique et créative et sa capacité à avoir cette vision, à avoir des idées comme ça, des projets artistiques, hem à être vraiment connecté à cette énergie-là, à être vraiment en comment dire? En raccord, hem, en adéquation avec tout ça, tu vois? C'est vraiment il est fait pour ça quoi limite, hein. Il a été conçu, il est venu ici pour ça quoi, clairement et donc dans ce sens-là aussi, dans ses projets artistiques, c'est ce qui fera aussi sa force, c'est ce qui lui permettra aussi de générer sa richesse matérielle, son confort aussi émotionnel. La maison 2, c'est aussi la sensorialité, les compétences innées, il y a beaucoup de finesse, là-dedans et dans son profil, donc c'est très intéressant ici parce que vraiment, même dans sa carrière ou d'un point de vue personnel aussi, dans ses relations affectives ici amoureuses, sa relation amoureuse, ça l'aide beaucoup. Après peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a du mal aussi à poser ses limites et donc comment dire? Hem, à boire un petit peu, à absorber trop, voilà, c'est ça, absorber trop les émotions ou ce qui se passe autour de lui, donc il est très sensible aussi à son environnement et ce qui se passe et donc ça, c'est un peu des fois le côté, un peu complexe à ce niveau-là, mais bon, c'est à lui après de faire le travail aussi et de mettre les limites, comme il faut et puis, bon, ça a aussi un côté, très illusionniste, très rêveur, hein, c'est un grand rêveur, hein. Pierre Niney, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup d'idées, qui a peut-être beaucoup d'imagination aussi. Encore une fois, ça vient avec son côté artistique, créatif. Je me répète beaucoup, mais bon, là, ici, on parle d'énergie du poisson, donc forcément, voilà. C'est un peu toujours la même chose dans ce sens-là, même si chaque, planète a son rôle aussi et son interprétation. Mais et en plus, si on regarde juste après, je vais pas en parler ici, mais il a son nœud nord en Poisson. Le nœud nord, c'est la mission de vie aussi, personnelle et spirituelle. Donc il y a une mission de vie aussi tournée vers ça, en fait, hein, c'est un peu son chemin. Alors la mission de vie spirituelle, c'est très général, c'est pas forcément que professionnel ici, mais clairement, il est né pour ça, c'est ce que je disais juste avant, en fait. Limite, il est conçu pour ça, quoi, hein, dès sa naissance, on pouvait le savoir, quoi. Donc voilà, assez intéressant dans ce sens-là, mais du coup, ce qui est plus difficile pour lui, ce que je disais, c'est vraiment des fois alors pour son côté du coup matériel, richesse financière et cetera, il va gagner de l'argent grâce à ça, avec sa Vénus ici en Poisson en maison 2, mais parfois il a un côté peut-être, trop rêveur. Voilà, pas assez connecté à la réalité, pas assez ancré, pas assez pragmatique et du coup, pas assez aussi confiant dans ce sens-là, tu vois? Et trop flou, trop vague. Mais bon, après, avec, sa réussite et cetera et ses différentes réussites, aujourd'hui, il a fait son bout de chemin, donc j'imagine que et de toute façon, comme je le dis toujours, l'astrologie, c'est pas ce qui définit toute notre vie. Vous le savez, je pense que maintenant je vous l'apprends plus, mais dans l'idée, c'est ça. Ensuite Mars en Gémeaux, là on passe sur une autre énergie. Mars, c'est la capacité d'agir chez un homme, c'est la relation aussi à l'archétype masculin, c'est la capacité aussi à résoudre des conflits, à agir, c'est aussi l'intimité sous la couette, c'est comment on met en place des choses. Alors lui, c'est quelqu'un qui va énormément réfléchir, beaucoup et qui va avoir besoin et qui va beaucoup plus être productif si je puis dire comme ça, parce que c'est ça aussi Mars, c'est la productivité, c'est le fait d'être en action, en mouvement, dans le relationnel, d'accord? Et encore une fois aussi, Mars, c'est la manière d'agir, mais pas forcément comme le Soleil, parce que Mars et le Soleil, c'est 2 planètes, c'est 2, comment dire? Combustibles, comme moi je les appelle en astrologie, c'est-à-dire, 2 planètes, reliées à l'énergie un peu feu, un peu puissant, quoi. Hem Mars ici, en plus il a 1 degré, donc le numéro 1, enfin le degré numéro 1 ou 0, vous le savez, même Jupiter, je vais y revenir juste après, c'est très puissant dans un thème astral pour plein de raisons. Là ici son Mars en Gémeaux, il est puissant pour le côté, ce que j'ai dit avant, relationnel, le talent pour la voix, pour l'écriture, pour, je sais pas, quelque chose en lien avec tout ça. Hem c'est pas un hasard parce que regardez, il est acteur aujourd'hui, il est producteur, il est réalisateur. Donc en fait, tout ça, c'est un lien aussi avec l'écriture, avec, la production, le fait de parler en tant qu'acteur, de les scripts et cetera, de sortir des répliques et cetera. Tout ça, c'est cohérent ici avec, aussi ce qu'il est dans même dans la vraie vie. En revanche, le Mars en Gémeaux aussi, et du coup aussi, c'est quelqu'un qui est très axé et qui est très dans le relationnel, dans l'échange, en fait, avec beaucoup de gens au quotidien et cetera et qui est en contact avec beaucoup de personnes, qui a besoin aussi d'échanger avec beaucoup de personnes au quotidien, mais qui se disperse aussi très facilement et c'est un peu aussi le genre de personne, je pense, qui parfois
il va être dans une discussion avec, je sais pas, deux trois personnes, puis il va switcher dans une autre discussion et comme ça et comme ça et comme ça, mais il aura pas forcément le temps de rentrer dans le détail ou dans le vrai concret, le la profondeur, mais il va discuter comme ça avec plein de monde. Il a besoin de ce côté relationnel, échange comme ça, hem, au quotidien, en fait. Donc voilà, c'est quelqu'un aussi l'archétype du Gémeaux, on le sait, c'est l'entourage proche, la fraternité. C'est quelqu'un qui, au sein de sa famille et de son entourage, a un rôle important avec Mars, hein, d'accord? C'est, une forme de leader, on va dire, dans son entourage aussi proche. Ici, son Mars est en maison 5, donc en plus, il y a l'aspect ici créativité, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, au niveau plaisir, amour et cetera. C'est quelqu'un qui est un leader, qui a une position de leader, de meneur, hein, dans ce sens-là et avec l'archétype du Gémeaux, communication, écriture, ça peut être aussi journalisme, ça aurait pu être plein d'autres choses. En fait, c'est ça qui est intéressant dans l'astrologie, c'est que peu importe les archétypes de signes et les placements, ça veut pas dire que dès le départ, on aurait pu savoir que c'était un acteur et que ça allait devenir un acteur, réalisateur, producteur, et cetera. Mais par exemple, ça serait pas étonnant qu'un jour, je sais pas, il écrive son livre, par exemple, qu'il ouvre son école de cinéma, comme je le disais. Enfin, rien ne serait étonnant par rapport à ses placements, vous voyez? En revanche, ici, c'est vrai que, bah, donc dans sa capacité d'agir et de résoudre des conflits ici avec Mars, ici en Gémeaux, en degré 1, je pense qu'il y a un côté chez lui qui est très, instable. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, il a du mal à cadrer, il a du mal à organiser, à naviguer comme il faut. Donc c'est soit, je pense, un jour il est hyper productif ou pendant 1, 2 heures il est méga productif, il discute avec plein de gens, ou il fait plein de scènes d'affilée pour un film. Puis un autre jour, il est pas du tout productif. Enfin, en fait, c'est un peu l'énergie du Gémeaux, un peu comme ça. Et puis encore une fois, c'est les sauts d'humeur parfois, hein. C'est un peu le côté, c'est pas trop bon. Et là, ici avec Mars il a un côté très en plus, il intellectualise beaucoup avec ce Gémeaux ici, cet archétype du Gémeaux qui est un signe d'air. En fait, dans sa manière d'agir, lui, ça va être beaucoup dans le comme ça, dans la tête, dans l'écriture, dans la voix, beaucoup comme ça. Et moins dans le côté impulsif, passionné et cetera. C'est pas forcément quelqu'un de passionné. Je dis pas qu'il est pas passionné par son job, attention, mais passionné dans sa nature, dans son tempérament. Par contre, c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime faire des blagues, qui aime faire rire, ou qui aime parler, qui aime discuter, qui aime échanger, ceci, cela, cela, mais des fois il est aussi trop dispersé, c'est compliqué de le suivre. Voilà, en tout cas, ils aiment explorer donc ce genre de profil, beaucoup d'options, s'intéresser à beaucoup de choses, aussi c'est quelqu'un qui peut-être aussi peut enchaîner plusieurs projets simultanément dans ce sens-là et il a du mal aussi à se positionner sur un seul projet, une seule option. Je pense que du coup, c'est ça aussi sa difficulté, dans son profil et ben, il a une grande adaptabilité, une grande ingéniosité dans ce sens-là. Voilà pour ça. Mmh, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais Vénus en Poisson aussi, c'est un côté sacrifice, hein, chez lui, dans son côté Poisson ici. Pareil, sa lune son Mercure ici en Poisson, ce que je disais avant, il y a un côté très idéaliste, chez lui, un peu trop déconnecté de la réalité, ce que je disais avant et la lune en Gémeaux, ben, un côté très rationnel et très intellectuel dans la gestion de ses émotions et donc une palette émotionnelle très riche et variée et parfois, je pense que c'est quelqu'un aussi qui s'ennuie très rapidement et qui a besoin constamment de nouvelles expériences, nouvelles discussions, nouvelles situations et cetera. Donc sur ça, c'est un peu peut-être pour lui, un peu bloquant parfois. En tout cas, voilà pour ça. On continue ensuite avec son Jupiter en Gémeaux, du coup, Jupiter en Gémeaux à 0°, là, c'est un super placement. Alors super placement, oui et non, parce que Jupiter en Gémeaux, c'est pas non plus le meilleur placement, en astrologie et selon les règles de l'astrologie, mais à 0°, ça reste quand même un bon placement, surtout qu'il est en maison 5, toujours dans le domaine ici créatif, amour, plaisir et cetera. Donc quand même, il a de la chance naturellement dans ce sens-là, avec son Jupiter en maison 5, puis il se démarque aussi dans ce sens-là, il a un rôle aussi important dans ce sens-là. En revanche, le Jupiter en Gémeaux, donc c'est beaucoup donc de chances, d'opportunités, de croissance, parce que c'est ça Jupiter en astrologie, avec l'éloquence, l'intellectualisation, l'échange, la communication, l'écriture, tout ça, tout ça. C'est des personnes qui sont excellents dans cette compétence-là spécifique. Excellent communicateur, excellent écrivain, excellent enseignant, ça aurait pu être aussi un prof, un excellent prof. Soif de connaissances insatiable, c'est quelqu'un qui toujours veut apprendre, toujours veut se challenger dans ce sens-là, et il veut toujours performer dans ce sens-là, apprendre plus, je sais pas, réciter encore mieux ses répliques, hem, faire des meilleures scènes encore plus, écrire de meilleurs scripts ou scénarios s'il est producteur, tu vois? C'est vraiment quelqu'un qui est dans ce sens-là, tu vois? Mais c'est aussi quelqu'un qui se disperse très rapidement.
et qui est parfois trop dans la superficialité ou l'inconstance, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va saisir les opportunités et qui va encore une fois aussi dans des projets ou dans son côté croissance avec Jupiter et évolution personnelle et opportunités, de chance et cetera. Il va saisir sur le moment, mais est-ce qu'il va réussir à le garder sur du long terme? Des fois, c'est plus compliqué pour lui. Puis encore une fois, voilà, un profil qui se disperse beaucoup avec cette énergie du Gémeaux, hem et qui a beaucoup d'idées, beaucoup de choses et cetera et qui en même temps, même s'il veut beaucoup apprendre et qu'il se lasse pas d'apprendre et d'évoluer et cetera dans ce sens-là et dans son aussi dans le cadre de son métier et d'un point de vue personnel, et des fois, il a du mal à cadrer les choses, quoi, c'est compliqué. Et du mal aussi à se concentrer sur une chose et à se concentrer sur du long terme aussi, sur quelque chose. Ça, c'est plus difficile pour lui. Ensuite, Saturne ici en Capricorne. Alors Saturne, c'est la planète des responsabilités, du frein, du karma et cetera. Ici, il est en Capricorne en maison 1. Donc Saturne en maison 1, déjà, c'est une figure d'autorité naturelle, hein. Pierre Niney, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Saturne, c'est la maturité, on l'oublie pas. C'est le fait de prendre ses responsabilités et cetera. Quand on l'a en maison 1, c'est la maison de l'identité, de l'ascendant, de la personnalité. C'est les gens qui sont en place. C'est des gens qui ont une maturité supérieure aux gens ou alors qui ont cette facilité, faculté naturelle à prendre beaucoup de responsabilités, même dès le plus jeune âge. Attention, dès le plus jeune âge et en plus il a commencé sa carrière d'acteur assez jeune, ne l'oublions pas, donc ça c'est important. Parce que la maison 1 c'est aussi l'enfance, c'est le démarrage. Donc c'est quelqu'un qui naturellement, dans son enfance d'ailleurs moi aussi j'ai mon Saturne en maison 1 pour info, donc sur ça, juste sur cette partie-là, je me retrouve sur ça, parce que c'est vrai qu'on m'a souvent fait la réflexion et même aujourd'hui quand j'en parle avec mon thème astral, je m'en rends compte. Quand il était même plus jeune, je pense que c'était quelqu'un qui prenait les choses déjà très sérieusement à cœur. Il était très focus, il était peut-être aussi un peu, pas forcément hyper fun non plus, peut-être quand il était jeune, mais en tout cas, il était, bien qu'il a sa lune en Gémeaux, donc il a un côté quand même communicatif et cetera et sociable, mais il y a un côté très sérieux et très, peut-être aussi ambitieux avec Saturne, très responsable en fait, dès le plus jeune âge et donc dans sa posture actuelle aussi, dans sa vie, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, d'accord? Hein, qui est très voilà, qui sait où est-ce qu'il avance, où est-ce qu'il pose les pieds, là où est-ce qu'il veut aller et cetera, même si à ses côtés un peu Gémeaux, Poissons, un peu parfois flou et un peu, désorganisé, mais quand même, avec son Saturne en Capricorne, ça l'aide quand même à rester un peu un minimum structuré, tu vois? Un minimum cadré. En revanche, il a un côté aussi, bah, du coup, qui est très pas dans le côté l'énergie du Capricorne, qui est très sérieux, qui est très ambitieux, qui est très exigeant, parfois pessimiste. Je pense que c'est quelqu'un aussi et Saturne, c'est la relation aussi avec les parents et en tant que père, je pense que bah, Saturne en Capricorne, c'est le père, le papa très ambitieux qui bosse beaucoup. De toute façon, je pense que c'est lui qui on va pas se mentir, même si sa femme sûrement doit très bien gagner sa vie, mais c'est lui, je pense, qui gagne le plus d'argent dans son foyer, qui construit son foyer. Voilà, c'est un père qui, même avec ses filles, sera quand même exigeant, sérieux, mais qui sera, voilà, à l'écoute, qui sera un vrai pilier pour ses enfants aussi, avec Saturne en Capricorne et dans sa vie de tous les jours avec Saturne en maison 1 en Capricorne ici aussi, je l'ai expliqué juste avant, une vraie figure naturelle et une vraie posture, mature, naturelle. Voilà, en revanche, beh, dans ce côté-là aussi de Saturne en Capricorne et donc du coup aussi, l'ambition, la persévérance, le travail acharné, bon lui, ça c'est sûr, hein. Lui, c'est dans ce sens-là aussi qu'il arrive à, et que son parcours, il arrive à passer des steps et à avoir les récompenses qu'il a aujourd'hui, la réputation qu'il a aujourd'hui, la posture qu'il a aujourd'hui dans son taf et même au quotidien, qu'il est quoi. Hem, c'est la persévérance, le travail, la construction brique par brique. Le Capricorne, c'est l'architecte, hein, brique par brique et donc la relation avec ses parents, comme je disais juste avant et avec Saturne aussi en Capricorne, je pense que ses parents aussi ont été un peu exigeants quand même avec lui, un peu sérieux, mais c'est ce qui l'a peut-être aussi aidé dans un sens, donc je pense qu'il y a aussi ce côté-là et dès l'enfance aussi. On lui a mis aussi pas mal de pression peut-être aussi, pour réussir et cetera ou en tout cas on l'a poussé dans ce sens-là. Alors il y a toujours des côtés positifs et négatifs, hein, mais je pense qu'il y a aussi ce côté-là chez lui qui ressort pas mal et donc c'est quelque chose qu'il pourra peut-être aussi reproduire sur ses enfants éventuellement. La difficulté pour lui ici dans ce genre de placement, c'est d'arrondir un petit peu plus, parfois d'oser un petit peu plus être chill, un peu plus fun, un peu plus relax, le papa cool quoi. Tu vois? Ça veut pas dire qu'il est pas papa cool, mais avec ce genre de placement, c'est un peu ça et donc ses freins à lui, ce sera surtout, bah, du coup parce que Saturne, c'est aussi les freins, les blocages. Avec l'énergie du Capricorne, ce sera surtout par rapport à ça, à ses ambitions et du coup la maison 1, son identité, sa posture en fait. C'est comment, il arrive à incarner, cette posture, ce leadership et comment surtout il arrive à le faire perdurer dans le temps en fait. C'est surtout ça ici son vrai défi. Et il sera peut-être aussi confronté à des personnes plus âgées que lui, plus matures que lui, qui ont plus d'expérience aussi que lui, que ce soit professionnellement ou personnellement, qui pourront aussi peut-être le freiner aussi dans son identité, dans sa posture naturelle et il sera face à ce genre de défi là aussi. Et sur des questions ici de figure d'autorité, de comment dire? D'autorité compétente, enfin d'administration, supérieure et cetera, enfin toutes ces choses-là. En tout cas,
ça reste un bon placement quand même malgré tout parce que Saturne en Capricorne, c'est Saturne à domicile selon les règles de l'astrologie et en maison 1, ça lui donne quand même pas mal, d'autorité naturelle. Donc intéressant, voilà et encore une fois, ce que je disais, il va voilà, il va chercher la reconnaissance, il va voir le fruit de ses efforts grâce à son travail acharné, même si, voilà, encore une fois, son défi à lui, c'est de construire brique par brique, de manière durable et solide, son succès et sa posture à long terme ici et il a commencé à la construire dès le plus jeune âge puisque Saturne en maison 1, c'est ça que ça veut dire aussi. Dès le plus jeune âge, c'est quelqu'un qui avait déjà la tête sur les épaules et qui savait déjà pas où aller, mais qui était sur cette voie-là et aujourd'hui, c'est aussi à l'âge de 36 ans, où est-ce qu'il en est, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard non plus. Donc voilà. Au niveau ensuite de Lilith, Lilith, c'est la lune noire en astrologie, je l'ai déjà présenté aussi sur la vidéo d'Adèle et de François. Lilith, ici chez lui, est en Vierge en maison 8. Lilith, en fait, c'est l'énergie féminine, c'est les peurs, les frustrations, c'est les émotions. Alors, on a la lune ici en astrologie et Lilith, c'est la lune noire. Donc c'est un peu les émotions plus dark, plus sombres, c'est nos peurs profondes, nos frustrations. Ici, lui, il a Lilith en Vierge comme son ami François Civil, mais il l'a en maison 8. Donc Lilith en maison 8, déjà Lilith en maison 8, il y a beaucoup de questions ici d'attrait pour, tout ce qui est caché, mystérieux, tabou et cetera. La maison 8, c'est un peu ça, psychologique, tous ces trucs-là, donc je pense qu'il y a quelque chose de très profond, de très chaotique aussi un peu dans ça, tu vois? Il y a des choses, parfois un peu qui viennent le remuer aussi à ce niveau-là. En Vierge, il y a cette notion ici qui est très, très, très reliée à l'aspect de travail. Le fait d'être performant au travail, d'être toujours à la hauteur au travail. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de ne pas être utile aussi au travail, de ne pas être assez performant au travail ou dans la manière dont il rend service aux autres, dont il prend soin des autres aussi. Et c'est aussi, ce genre de placement-là, c'est aussi Lilith en Vierge, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas si on n'est pas parfait, alors on ne notre valeur ne vaut rien, en fait, hein. Donc je pense que lui, c'est ça ici, que ça se manifeste ici et en plus en maison 8 de manière très intense et psychologique, hein. Il y a un côté très, heu, parfois très chaotique, hein. Comment il le ressent, comment il le vit ou comment il l'a déjà vécu. Ça peut être aussi pas mal de frustration, de peur, lui, justement, à cette notion de routine, de cadre aussi, parce que la Vierge, c'est aussi ça, la routine, le cadre, la santé, le fait de prendre soin de sa santé, et cetera, le perfectionnisme. Soit une routine qui est trop rigide, qui est trop cadrée et du coup, bah, lui, il se sent pas à la hauteur ou juste il n'arrive pas à suivre ou justement il se met trop de pression dans ce sens-là. Soit justement, à contrario, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal, justement, à cadrer les choses à ce niveau-là, avoir une routine vraiment claire, à être dans ce souci de perfectionnement, et cetera. Là, je peux pas analyser ça personnellement parce que je le connais pas, mais ça doit être soit l'un, soit l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son challenge à lui, c'est d'accepter les critiques, d'accepter les difficultés par rapport à ça, au fait qu'il soit pas toujours parfait, qu'il soit pas toujours à la hauteur, et aussi le fait de se conformer aux attentes des autres, en matière de comment il rend service, comment il est efficace au travail, comment il est performant, comment il a la capacité de rendre, un service à quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, de prendre soin de lui. Il y a des attentes aussi extérieures par rapport à ça. Je pense que c'est quelqu'un qui doit lâcher prise par rapport à ça, hein, qui a beaucoup de boulot, enfin beaucoup de travail introspectif à faire dans ce sens-là. Donc voilà. Pareil pour continuer avec ça, Chiron chez lui, donc Chiron, c'est la blessure émotionnelle. Comment on guérit de ses blessures aussi, comment lui il guérit de ses blessures. Ici, il a Chiron en Cancer en maison 7, donc il y a et en après oui, en Cancer en maison 7, pardon. Donc, Chiron en Cancer, c'est une blessure qui est reliée ici à la famille, à l'intériorité, à la sensibilité aux racines familiales, au foyer où est-ce qu'on vit aussi, nos enfin bref, notre éducation, tout ça, le sentiment de sécurité aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ou à gérer ses émotions. Il a du mal à être rejeté ou que son entourage ne le comprenne pas dans sa gestion émotionnelle. Il a peur aussi d'être vulnérable ou de se montrer vraiment à nu dans l'intimité aussi avec ses proches. Pourtant, c'est quelqu'un qui, dans son enfance, a eu peut-être quelques blessures ou a développé une certaine forme d'intelligence émotionnelle, qui, l'aiderait fortement à créer un espace beaucoup plus safe pour lui, au niveau émotionnel et pour son rapport aussi avec les autres et son entourage ici proche. Donc il y a quelque chose à voir dans ce sens-là et ici, ça se manifeste aussi beaucoup dans le relationnel avec les autres, hein, d'un point de vue aussi général, donc que ce soit en amour aussi ici, dans ses, relations aussi professionnelles, dans ses relations amicales, mais surtout ici professionnelles et amoureuses et familiales. Il y a quelque chose ici avec Chiron en maison 7 qui est très dans cette notion d'équilibre à ce niveau-là, tu vois? Et c'est peut-être quelqu'un qui parfois a ce sentiment, voilà de du mal à exprimer sa vulnérabilité ou du mal à, vraiment s'y connecter à lui-même et de se retrouver dans ce sens-là, à l'intérieur de lui-même. Pourtant, c'est comme ça qu'il peut guérir, en reconnectant aussi à ses racines, en n'oubliant pas d'où il vient, ça c'est très important, en exprimant les choses à ses proches, pas hésitant même à sa famille, sa femme et ses enfants.
pas qu'il hésite à exprimer, voilà, à dire, à vider son sac, voilà. Ça c'est son challenge et sa manière de guérir ici avec, Chiron qui en maison 7 et en Cancer et dans son couple aussi, ça se manifestera beaucoup du coup avec la maison 7, c'est ce que je disais et c'est à travers tout ça c'est cette espèce d'association, d'équilibre, d'harmonie aussi de la maison 7 qui l'aidera à, réajuster tout ça. Voilà pour ces planètes ici en signe et en maison, planètes rapides surtout et puis ces 2 astéroïdes aussi dont on parle souvent. On va passer ici tout de suite après aux angles de son thème astral, donc milieu du ciel, le nœud nord aussi, j'en ai parlé un petit peu avant, je vais y revenir un petit peu, je vais faire quelques petites parenthèses. Mais là, par exemple, il a son milieu du ciel ici, qui est donc dans le signe donc du Scorpion. Milieu du ciel, c'est l'accomplissement professionnel, c'est comment on s'accomplit professionnellement, comment on visualise les choses professionnellement, son but professionnel, en fait, sa direction, sa mission de vie professionnelle. Là, ici, en Scorpion, il y a quelque chose de très intense, très transformateur, très puissant. C'est quelqu'un qui, va être et d'ailleurs, j'ai pas trop regardé ses interviews, je dois vous avouer, mais peut-être que vous le connaissez mieux que moi. C'est quelqu'un qui va être beaucoup, beaucoup, en fait, très impliqué. Pour lui, en fait, son domaine professionnel et son accomplissement professionnel va se faire vers un avant, un après. Pour lui, il faut qu'il y ait vraiment tout un processus. C'est ça aussi l'archétype du Scorpion, qui est tout un processus, que tout soit décortiqué de A à Z et qu'il vive les choses de A à Z intensément. S'il y a pas d'intensité, s'il y a pas de passion pour lui professionnellement, il s'accomplira pas. Il se dirigera pas non plus vers des projets qui ne lui procurent pas ces sensations-là d'intensité, de passion. Ça l'intéressera pas, simplement. Et c'est quelqu'un qui justement va aussi s'accomplir professionnellement en allant aussi chercher dans les détails, dans la profondeur, dans le côté un peu mystérieux, psychologique aussi, de son aspect professionnel ici, de par son métier d'acteur. C'est quelqu'un qui va toujours aller chercher plus loin et qui va vouloir aussi toujours plus, d'accord? Et qui va aussi, laisser une empreinte, un héritage à ce niveau-là aussi, parce qu'il y a aussi ça, l'énergie du Scorpion, c'est ça aussi, une envie profonde de marquer les esprits, de marquer sa génération aussi, de marquer son héritage, de construire son héritage aussi à ce niveau-là, professionnellement, tu vois? C'est quelqu'un aussi qui, plus tard, alors je sais pas quand il sera plus là, je lui souhaite pas, bien sûr, je lui souhaite de vivre, encore longtemps, mais quand il sera plus là, peut-être que dans 50 ans, on parlera toujours de lui et je pense que c'est ce qu'il recherche aussi lui, il a besoin de ça aussi, dans ce sens-là. En tout cas, c'est quelqu'un de très déterminé, de très passionné, de très magnétique, professionnellement parlant et il se différencie clairement par là et il a besoin, voilà, de vibrer. Il a besoin de passion, sinon ça l'intéresse pas. Malgré son côté Gémeaux, son milieu du ciel là, pour vraiment, qu'il se sente accompli professionnellement, il a besoin de ça. Du coup, s'il a forcément son milieu du ciel en Scorpion ici, il a son fond du ciel qui est en Taureau. Le fond du ciel, c'est l'aspect, intérieur, c'est, la connexion à la famille, aux racines et cetera. Bon, lui, en Taureau, clairement, c'est, la personne fiable, stable, persévérante, travailleur de sa famille, donc que ce soit avec ses parents, ses sœurs ou ici avec ses filles et sa femme. C'est quelqu'un qui recherche aussi ce confort, cette stabilité, cette sécurité émotionnelle à travers sa famille. C'est très important pour lui ici, extrêmement important même. Il a besoin de mettre sa famille à l'abri, comme on dit aussi et il a besoin de, voilà, de prendre du plaisir, de voilà, de mettre aussi, enfin d'être généreux aussi avec ses proches, de voilà, d'avoir une vie privée qui est enfin pour lui, sa vie privée, c'est très important. C'est ce que je disais au début, je sais pas si vous en souvenez, dans son profil, moi, de ce que j'ai vu même sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est très pudique sur ça et ça m'étonne pas parce qu'avec son fond du ciel en Taureau, c'est quelqu'un qui est plutôt aussi avec son Mercure aussi, parce que Mercure, c'est aussi ça l'entourage proche. En Poisson, il est très intérieur, il est très pudique, il a besoin aussi de son confort, c'est un peu sa safe place, tu vois? C'est sa famille, c'est sa safe place et il a besoin aussi de, voilà, de mettre bien sa famille et d'être à l'aise dans cet environnement-là donc voilà. Après c'est quelqu'un aussi qui est très têtu, aussi, dans le côté plus négatif, qui est très buté et qui a quand même un rôle, important dans ce sens-là. Il nourrit aussi il se nourrit aussi à travers ça, il s'enrichit aussi à travers ça. Très important pour lui donc voilà. L'ascendant Sagittaire ensuite, son ascendant c'est l'apparence, hein. L'ascendant Sagittaire, c'est les premières impressions qu'on donne à l'extérieur, c'est son image, son identité. C'est quelqu'un d'optimiste, hein, qui remonte le moral, qui a un côté un peu, fun, blagueur et tout ça, on le connaît, on l'a déjà vu un peu en interview. Je vous ai dit, j'ai pas regardé trop d'interviews de lui, mais quand même, on sait que c'est quelqu'un un peu comme son pote, François, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. François a un ascendant Lion, donc c'est marrant parce qu'ascendant Lion, Sagittaire, ça match vraiment bien et donc c'est vrai que quand on les voit en vidéo, même en général ou en backstage, de tournage, souvent c'est le genre de séquences auxquelles on a accès en fait et on le voit, c'est 2 blagueurs, 2 clowns, donc quelqu'un qui est, voilà, qui est très dans l'optimisme quand même, en tout cas d'un point de vue extérieur quand il rencontre les gens. Quelqu'un qui est très indépendant aussi, dans sa manière d'être et de s'afficher, très indépendant, mais qui est aussi parfois très détaché.
hein. Parce que le Sagittaire, très détaché, parfois un petit peu trop direct dans sa manière d'approcher les choses, et donc maladroit dans ce sens-là aussi, imprudent. Mais là, c'est qu'en première impression. Heu, voilà, juste en première impression. Voilà pour ça et donc un côté quand même, assez explorateur, assez aventurier, assez fun et assez libre, indépendant. Voilà, en tout cas dans ce qu'il renvoie comme il se projette comme image quand on le rencontre pour la première fois. Ici, quand, il rencontre les personnes pour la première fois de manière générale. S'il a son ascendant ici en Sagittaire, il a forcément son descendant qui est en Gémeaux, dans le signe du Gémeaux. Le descendant, c'est les qualités qu'on recherche chez les autres, c'est, notre rôle dans les relations. Lui, le descendant en Gémeaux, clairement, c'est l'ami fun, l'ami drôle, mais l'ami qui donne pas toujours des news et avec qui, si on prévoit une sortie, c'est compliqué qu'il soit à l'heure, qu'il soit au rendez-vous, qu'il oublie pas, qu'il note sur son agenda. C'est un peu ça, dans ses relations et c'est l'ami surtout, bah, très, on peut parler de tout avec lui. Il aime discuter de plein de sujets. Je pense que c'est quelqu'un qui est très aussi curieux dans ce sens-là. Il apprend beaucoup de choses aussi aux autres, où il aime vraiment être stimulé dans ce sens-là aussi. Et c'est l'ami très ouvert, mais encore une fois, avec ce côté Gémeaux aussi très instable parfois, dans ses émotions, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler aussi. Donc voilà, mais il va chercher souvent, il va attirer des personnes d'un point de vue positif ici, avec qui justement il pourra échanger intellectuellement, il pourra s'enrichir aussi dans ce sens-là, il pourra parler de tout, il pourra être stimulé dans ce sens-là surtout, et avec qui bah, l'approche sera plutôt adaptable et curieuse. Et avec qui il pourra aussi parfois sortir de sa zone de confort, de sa routine. Lui, l'ennui, c'est, dans ses relations, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose à tester, quelque chose à faire, aller à un nouvel endroit, partir en week-end à tel endroit, faire telle nouvelle resto avec ses potes ou avec enfin, les gens autour de lui, quoi, les relations. Donc voilà, très intéressant, mais du coup, il y a toujours un côté positif, bien sûr, et challengeant dans tous les cas ici. Nœud nord en Poisson, je l'ai expliqué un petit peu avant, mais son nœud nord, c'est tout simplement son mission de vie spirituelle ici en Poisson. Il y a un côté très, axé sur la compassion, le détachement, l'intuition, l'empathie, hem, la libération du besoin de contrôle, d'accord? Et de la rigueur, parce qu'il y a le nœud sud forcément qui est en Vierge, donc il y a quelque chose qui si le nœud nord est en Poisson, forcément le nœud sud est en Vierge. Le nœud sud, c'est les vies antérieures, les vies passées. Il y a plus ici, d'ouverture aux possibilités, et connexion au monde un peu plus spirituel, immatériel. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est axé sur ça, en fait, axé sur la guérison, sur la compassion, sur la créativité aussi, le côté artistique. Donc naturellement, il est axé sur ça, d'accord? Et puis il doit comprendre, en fait, je pense que c'est quelqu'un aussi, peut-être qu'il le sait pas, je pense pas qu'il tombera sur ma vidéo, mais peut-être, on sait-on jamais. Peut-être que si tu tombes sur ma vidéo, coucou Pierre, tu as aussi un chemin de vie qui sera axé, dans ce sens-là. Si jamais tu n'as pas fait d'introspection spirituelle ou quoi, tu es très connecté à cette énergie-là et très amené dans ce sens-là aussi. Voilà. Ensuite, Vertex en Lion. Vertex, donc c'est ici, les relations karmiques, les relations prédestinées. Qu'est-ce que nous enseignent certaines relations quand elles se passent pas forcément bien? Quand les gens ne sont pas toujours honnêtes avec nous aussi, qu'est-ce on doit apprendre aussi dans nos relations? C'est ça le Vertex en astrologie et chez lui, le Vertex est en Lion et en maison 7, je pense ici. Ouais, maison 7. Donc lui, Vertex en Lion, ici, il y a des relations ici, chez lui et des liens karmiques qui vont être très en lien avec justement, la créativité, l'expression artistique, la popularité, le succès, la validation, le besoin de validation, le fait de briller aussi ensemble. C'est quelqu'un qui, dans ses relations, va briller aussi à travers les autres et va aider les autres à briller, tu vois? Mais il y aura aussi pas mal de leçons karmiques au niveau relationnel à travers l'ego, l'orgueil et la générosité. C'est peut-être quelqu'un qui, de par sa trop grande générosité avec son vertex en lion, va se faire avoir, va se faire mener en bateau, des gens vont profiter de lui, ont déjà profité de lui. Ou alors, tout simplement, dans les relations, il va être confronté de plein fouet à son ego, à son orgueil, avec cette énergie du lion et ce vertex en lion, par des conflits, par des malentendus, par des choses comme ça. Il va devoir ici, apprendre à s'affirmer par lui-même, à prendre confiance en lui sans attendre trop des autres, l'approbation, les compliments des autres et du coup avoir des relations plus saines dans ce sens-là. Et il va devoir aussi, dépasser cette peur du rejet, ce manque d'amour peut-être aussi qu'il a à travers ses relations. Parfois, la peur de ne pas être aimé assez, la peur de ne pas être reconnu assez, de ne pas être assez complimenté et aussi donc, bah, pour mieux vivre justement cet aspect-là de sa vie au niveau relationnel et puis pouvoir aussi aider les autres dans leur propre lumière et dans leur propre rayonnement. Voilà et bien doser justement son côté généreux, affectueux là du lion, du vertex en lion dans ses relations parce que peut-être qu'il se fera avoir dans ce sens-là et ça viendra déclencher donc sa peur du rejet ou son manque d'amour. Ici, manque d'amour de lui-même, manque d'amour de l'extérieur et cetera et cetera.
Donc voilà pour ça, on va terminer ici. Bien évidemment, alors on va continuer sur les maisons en signe, mais comme je l'ai dit avant, moi j'ai expliqué surtout les planètes en maisons en signe. Les maisons en signe nous permettent aussi d'avoir une autre approche aussi sur, chacun des domaines de sa vie et sphères de sa vie et on va finir ensuite par les différents enfin de ces différents, aspects planétaires. Voilà. Les maisons, donc c'est chaque sphère d'une vie. La maison 1, c'est la maison de l'identité, je l'ai expliqué avant aussi avec les planètes et cetera, en signes et tout ça. Il a une maison 1 qui est en Sagittaire, donc naturellement, bah, c'est son ascendant Sagittaire, j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir dessus. Par rapport à son identité, sa confiance en lui, ce qu'il dégage comme, énergie. Quand on le rencontre, la maison 2 ici est en Verseau chez lui, donc il a une approche quand même très innovante, très libre, très, excentrique de ses finances, de sa richesse, intérieure émotionnelle. Il s'enrichit avec aussi tout ce qui est, cause humanitaire, sociale, progrès aussi social, nouvelles technologies digitales et tout ça, tout ça. Donc, mais après il faut regarder aussi le maître de sa maison 2, comme je dis toujours, il y a le signe de la maison 2 ou la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut regarder aussi le maître de la maison 2. Ici, c'est Uranus et ici, chez lui, il a Uranus en Capricorne, en maison 1 donc, il y a quelque chose en lien avec le travail acharné ici par rapport à sa construction de sa propre richesse matérielle et financière, et un côté aussi innovant, excentrique et cetera avec Uranus, un peu rebelle, un peu non conventionnel. Maison 3 ici en Poisson, la maison 3 c'est la communication d'entourage proche, bah, je l'ai expliqué avant avec Mercure en Poisson, c'est la même explication. Il y a un côté très empathique, compassionnel, mais parfois illusoire, rêveur, passif, naïf, chez lui avec son entourage proche, les liens qu'il noue avec les autres autour de lui, et sa manière de communiquer aussi, mais il y a un côté artistique, créatif quand même malgré tout qui est très intéressant. Maison 4 ici en, Taureau, bah, c'est ce que j'ai expliqué par rapport au fond du ciel en Taureau, donc je vais pas revenir dessus. Maison 5 ici en Taureau aussi, il y a un côté relié à la créativité, l'amour et cetera, qui est très stable, qui est très fiable, qui est très loyal, qui est très dans la sensorialité et dans, aussi, le plaisir des sens, le plaisir de, l'harmonie, la beauté et cetera, l'admiration, la luxure, le confort et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin d'une certaine et c'est quelqu'un qui a un profil comme ça aussi, dans, la manière dont il aime aussi les autres, dont il vit ses relations, sa relation amoureuse et dans la manière aussi où il s'exprime, où il brille. Parce que c'est ça aussi la maison 5, c'est quand on brille, on s'affirme. Il y a un côté aussi chez lui qui est quand même très sensoriel, qui est très, stable, fiable malgré tout, d'accord? Malgré son énergie Poisson et Gémeaux. La maison 6 ici en Gémeaux, bah, lui donne, la maison 6 c'est l'environnement de travail, les habitudes au quotidien, ce que je disais avant, il y a quelques minutes, je disais c'est quelqu'un qui parfois a du mal à avoir quelque chose de bien établi, de bien, stable dans sa routine, dans son cadre et c'est quelqu'un qui a besoin de toucher à tout, de faire beaucoup de choses à la fois, peut-être alterner plusieurs projets en fait en même temps, et c'est le collègue de travail qui est quand même fun, qui est quand même ouvert, drôle, avec qui on peut échanger, mais qui parfois switch d'une émotion à une autre et est un peu trop dispersé en fait, c'est aussi ça ici. Maison 7 ensuite en, donc en Gémeaux, c'est ce que je disais avant, donc c'est son descendant en Gémeaux, je l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus. Ensuite donc maison 8 ici en Lion, donc dans son côté transformateur, puissance intérieure et tout, l'archétype du Lion, c'est un archétype qui est très confiant, qui est très charismatique, qui est très lumineux, chaleureux, généreux, créatif, artistique aussi, dans le plaisir, dans le loisir aussi. Donc lui, dans sa manière aussi de, comment dire? De se régénérer, de se transformer, heu et d'exprimer sa puissance aussi intérieure ou tout simplement aussi d'explorer ses profondeurs. Il a besoin de fun, il a besoin de encore une fois de créativité, il a besoin de plaisir, il a besoin de loisirs, il a besoin de briller, il a besoin de montrer, voilà, d'avoir un rôle assez central avec cette énergie du lion ici aussi. Donc assez intéressant et je pense qu'aussi il aura ses plus grande transformation et plus grande remise en question aussi à ce niveau-là. Dans le domaine amoureux, avec l'archétype du lion, domaine créatif, artistique, populaire, succès, tout ça, popularité, succès, on est en plein dedans. Maison 9 ensuite en Vierge. Maison 9 c'est l'enseignement, c'est, les voyages, c'est la philosophie, la spiritualité. C'est quelqu'un qui est quand même assez pragmatique dans son approche, assez rationnel, analytique, qui a du mal plutôt à lâcher prise et qui peut-être dans ses études supérieures s'est dirigé vers des carrières plutôt tournées justement alors à la base peut-être qu'il avait pas prévu d'être, acteur. Je sais pas ce qu'il a fait exactement comme étude, mais il faudrait s'y intéresser. Mais il aurait dans ce sens-là très bien pu faire un métier, je sais pas de coach, d'assistant, de je sais pas d'organisateur, de je sais enfin il y a toutes ces notions-là reliées à l'archétype de la Vierge qui est très dans le penser, dans l'analyse, dans la rationalité, tout ça, c'est quelqu'un qui ça fuse à l'intérieur de du cerveau et ça reste quelqu'un qui aime donc, ici dans le cadre, de ses études supérieures et de sa philosophie de vie, sa spiritualité, qui est dans le soin des autres, d'accord? Dans le soin des autres, dans la parfois même le sacrifice des autres, vis-à-vis des autres. Mais,
Je pense que dans sa philosophie, sa spiritualité, c'est pas quelqu'un de base spirituel, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus rationnel du coup avec cette énergie de la Vierge. Ensuite, là, son milieu du ciel est en Scorpion, mais sa maison 10 en Scorpion, je l'ai expliqué, je vais pas revenir dessus non plus. La maison 11 ici en Sagittaire, c'est la maison du collectif, de la fraternité, des amitiés. Donc encore une fois, c'est l'ami qui est fun, qui est libre, qui est aventurier, qui voilà, qui un peu maladroit, un peu trop franc parfois, mais qui sait remonter le moral, qui sait faire la bonne blague, qui est optimiste, voilà, et voilà, tout simplement. C'est un peu l'ami fun, l'ami qu'on aime avoir, mais qui est pas toujours là, hein. C'est l'ami aussi qui est tout le temps en mouvement à droite à gauche, parfois à l'autre bout du monde et on le voit pas trop souvent. Qui est même parfois polyglotte aussi, qui parle plusieurs langues, mais bon, en tout cas, on l'aime beaucoup quand même parce que c'est un ami qui est optimiste et qui est, positif, drôle, fun, donc plutôt cool dans ce sens-là. Heu Ensuite, pour terminer, la maison 12 chez lui est en Sagittaire aussi. Sa maison 12, c'est sa spiritualité, son introspection personnelle, sa sensibilité artistique aussi, son monde un peu imaginaire, sa connexion au divin, à la spiritualité, hem je pense aussi même sa retraite quand il sera plus vieux plus tard, c'est quelqu'un qui a besoin, d'aller explorer ailleurs, de sortir de sa zone de confort pour se challenger lui-même spirituellement et pour évoluer spirituellement. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi de voyager et d'ailleurs plus tard, sa maison douce, c'est aussi, j'ai dit, la retraite, donc c'est notre fin de vie à nous, hein, en tant que personne. Je pense que c'est quelqu'un qui finira peut-être à l'autre bout du monde, hein, dans un autre pays qui sera plus en France. Parce qu'il a besoin en tout cas, peut-être pas en il sera peut-être toujours en France, il aura peut-être toujours aussi une résidence secondaire en France, mais il a besoin d'explorer, il aura besoin de vivre des aventures, de partir, faire beaucoup de choses, de voilà, d'explorer plusieurs, perspectives. En plus avec son énergie Gémeaux qui est naturellement présente chez lui, il est comme ça et il changera pas, voilà et il a besoin de ça. Mais par contre en revanche, c'est quelqu'un aussi qui parfois a du mal avec cette routine, avec ce cadre, avec cet engagement. Dans sa spiritualité, il a du mal parfois à s'ancrer vraiment et à être beaucoup plus prudent, beaucoup plus, structuré dans ce sens-là. Voilà pour ça. Et il a peut-être aussi au niveau, spirituel des ancêtres qui ont un patrimoine culturel assez riche ou, une diversité, au niveau, comment dire? Au niveau des racines, des origines de chaque personne. Peut-être au niveau, spirituel ici. Voilà, je sais pas. En tout cas, il sera peut-être plus sensible à certaines pratiques ou certaines, comment dire? Façons de vivre, d'ailleurs, de l'étranger. Voilà. Ensuite, du coup, pour terminer, on va finir donc sur ces aspects, planétaires ici, donc c'est-à-dire la relation, bah, que chacune de ces planètes ont entre elles. Parce que c'est bien de savoir que la planète étant, que sa planète Vénus étant en Poisson en maison 2 et cetera, ça nous donne pas mal d'indications. Mais, il faut aussi savoir si les planètes entre elles, elles s'entendent bien et qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi dans son profil, dans sa personnalité en tant que personne ici. Alors ici, pour commencer, il a Mars, sa planète Mars en Gémeaux ici, qui est en conjonction, donc très rapproché à 1 degré d'écart, qui est vraiment très, très, très rapproché, à son Jupiter en Gémeaux. Alors Jupiter, planète de la croissance, l'expansion, de la chance, des opportunités. Mars, la prise d'initiative, prise d'action, le moteur, hein, le carburant. Donc c'est quelqu'un qui va aller chercher ses opportunités par lui-même, d'accord? C'est quelqu'un qui ose, d'accord? Qui a un côté assez audacieux dans ce sens-là. Mais avec le Gémeaux, parce qu'il est un bon communicant, un beau parleur, donc c'est quelqu'un qui, de par son relationnel, sa petite phrase, sa petite vanne à droite à gauche, il attire naturellement les opportunités et il s'affirme aussi dans ce sens-là, il se positionne dans ce sens-là. En revanche, il y a un côté parfois flou, un peu instable du Gémeaux. Donc en fait, dans sa prise d'initiative aussi des opportunités, c'est pas toujours hyper cadré, hyper, structuré. Mais il y a un côté hyper puissant dans le sens où, bah, voilà, ses talents d'écriture, encore une fois, d'acteur ici avec cette énergie du Gémeaux, donc dans la voix, dans l'écriture, dans l'intellect aussi, dans le côté réfléchir, la connaissance et cetera de l'archétype du Gémeaux, chez lui, ça l'aide beaucoup dans sa croissance personnelle et dans sa posture au quotidien, dans sa manière d'agir et d'être ici et d'évoluer en tant que personne et sur ça, très puissant. Mais il y a un côté un peu instable parfois aussi et il le fait pas de manière toujours, hyper structurée. Encore une fois, c'est ce que je disais, c'est un coup ça peut venir, les opportunités elles peuvent venir et un coup il peut monter tout en haut, faire un bête de projet et tout défoncer et récolter aussi, bah, la chance, le côté positif de tout ça, mais aussi tout redescendre aussi, rapidement après quoi. Pas dans le sens où il va se casser la figure, mais dans le sens où il faut la constance, c'est pas son fort. Ensuite, Lune conjonction Mars ici, bah, pareil, il a sa Lune en Gémeaux conjonction Mars ici, ça donne encore une fois, la Lune c'est l'intuition, le côté émotionnel, hein, ici, plutôt intuitif.
et Mars, c'est la capacité d'agir. En Gémeaux ici, encore une fois, il y a quelque chose qui est très ici, rationnel, intellect, d'accord? Et qui lui permet aussi, de par ce qui se passe dans sa tête, c'est quelqu'un qui doit beaucoup réfléchir aussi et vivre les choses avec beaucoup dans sa tête, doit lui permettre aussi de ça lui permet aussi de mettre des choses en place, en fait. Ce qu'il ressent, l'intuition qu'il a, la connexion qu'il a avec les autres aussi, les relations qu'il bâtit autour de lui, les discours qu'il a, les discussions, sa vision, d'accord? Sa manière de penser, de réfléchir et cetera, ses connaissances, ça l'amène aussi, ça le pousse aussi à agir, d'accord, dans ce sens-là et dans les relations qu'il va créer aussi, les échanges qu'il va créer avec les autres, d'accord, dans son milieu personnel, mais professionnel aussi. Donc c'est plutôt positif. En revanche, il y a aussi toujours ce côté du Gémeaux qui est instable, d'accord et parfois du coup, comment dire? Son côté un peu trop ouvert, caméléon, adaptable, parfois c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place dans la matière, d'accord, dans sa prise d'action. Encore une fois, d'initiative, elle va être très instinctive, instantanée, mais pas forcément sur la durée. Elle va être un peu dispersée, un peu floue. Mais bon, c'est quand même bien, c'est quand même un bon placement. Ensuite, Lune conjonction Jupiter, pareil, Lune en Gémeaux, conjonction Jupiter en Gémeaux, ça lui donne encore une fois beaucoup de chance et son comment dire? Sa capacité à connecter avec les autres et à créer des relations, à être très ouvert, caméléon, adaptable et cetera, sociable, dans un point de vue ici plutôt relationnel, émotionnel, ça lui donne aussi beaucoup de croissance, d'expansion et de chance. D'accord? C'est quelqu'un qui, grâce à ça aussi, il évolue. Il attire des opportunités à lui et il crée des opportunités aussi. Alors encore une fois, ça reste pas sur du long terme, parce qu'il y a cet archétype du Gémeaux, mais quand même, c'est cool, c'est chouette. Soleil conjonction Vénus ensuite. Soleil en Poisson conjonction Vénus, naturellement, il a une personnalité, un charme qui est romantique, qui est créatif, artistique, sensible, empathique, compassionnel, d'accord? C'est quelqu'un qui a une énergie féminine, hein, en fait, pour un homme qui a une énergie féminine très développée avec cet archétype du Poisson ici, cette conjonction Soleil-Vénus-Poisson. Hem, ouais, il a ce truc, cette fibre, ce nez, ce feeling, cette finesse, que les autres n'ont pas forcément et donc du coup, forcément, dans sa manière de charmer, dans sa manière de s'affirmer aussi au niveau de sa confiance en soi, son identité, parce que c'est ça Vénus et le Soleil ici en conjonction, en Poisson, hem, il s'affirme comme ça dans ce sens-là. Mais parfois aussi, ça crée des zones d'ombre et des zones de flou parce qu'il a un côté trop passif, trop rêveur avec cet archétype du Poisson. Mais quand même, ça attire, ça charme, ça fait son charme. Lune ensuite carré Mercure. Il a sa lune en Gémeaux, Mercure est en Poisson. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, bah, qu'encore une fois, dans ses émotions, il intellectualise beaucoup ses émotions, il est très dans le cerveau, dans le je cogite, je cogite, je cogite, je pars un peu dans tous les sens avec mes émotions et puis Mercure en Poisson, bah, mon discours il est pas totalement clair et pour autant, bah, dans ce qu'il dit, comment il exprime de manière, quand même, compassionnel et émotionnel, mais juste et puis il est quand même il connecte aussi avec les gens quand même de cette manière-là, tu vois? De manière empathique, compassionnelle, intuitif, mais avec sa lune en Gémeaux, bah, ses émotions, elles sont très changeantes et du coup, c'est compliqué de le suivre entre son Mercure en Poisson qui est très flou parfois, qui est pas très clair, qui est déconnecté de la réalité et sa lune en Gémeaux qui est waouh, qui est un peu qui part dans tous les sens, toutes les émotions, tout ça, c'est un peu parfois un peu difficile à canaliser et difficile à suivre, hein, dans sa manière de s'exprimer, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses émotions, au niveau relationnel ici, c'est parfois un peu difficile, et puis dans sa manière aussi surtout de, comment dire? D'apprendre des choses, de heu, mettre en place des choses, de verbaliser des choses, tu vois? Mercure carré Mars, pareil, Mercure en Poisson carré Mars en Gémeaux, dans sa manière d'agir aussi, dans sa manière de se positionner, qui est très dispersée, très floue, très vague parfois aussi, mais aussi très caméléon, très multicolore un peu, on va dire ça comme ça. Hem, Ça vient aussi un peu, comment dire? Freiner son côté Mercure en Poisson, qui est très dans, l'aspect intuitif, heu, empathique, introspectif, d'accord? C'est quelqu'un qui, même dans les échanges, dans sa manière d'apprendre et tout, beh, voilà, Mercure en Poisson, il est quand même plus dans l'intériorité, d'accord? Dans le côté un peu discret, un peu reculé et bah, ici, avec le Jupiter en Gémeaux qui veut croître, enfin la croissance, l'expansion, tout ça, de manière très ouverte avec cet archétype du Gémeaux et très sociable relationnellement parlant, bah, c'est très compliqué parfois, à ce niveau-là pour lui, tu vois? Très, très compliqué. Ensuite Soleil carré ascendant, Soleil en Poisson, carré ascendant Sagittaire, pourquoi?
Il a encore une fois un côté très empathique, très créatif, très artistique, parfois flou, parfois un peu rêveur, parfois un peu passif dans sa personnalité, parfois un peu trop dans le sacrifice, le don aux autres et pas assez il s'oublie lui-même. Carré ascendant, bah, c'est pas du tout l'image qu'il projette à l'extérieur quand il rencontre les gens. L'image qu'il projette, c'est quelqu'un de fun, de sociable, d'ouvert, de libre, d'indépendant et cetera, nanana, nanana, tu vois? D'explorateur, machin, tout ça. Mais c'est pas forcément qui il est, en fait, au quotidien, avec son soleil ici en Poisson. Mercure ici trigone milieu du ciel, très intéressant. Mercure, Poisson, milieu du ciel en Scorpion. Très intéressant, pourquoi? Parce que son Mercure en Poisson, donc avec son côté encore une fois, très fibre artistique, créative, imaginative, sensible, compassionnelle, ça match énormément avec son côté intense, psychologique, passionné de son milieu du ciel en Scorpion ici et ça lui permet, professionnellement parlant ici et même dans le côté relationnel ici, de se satisfaire, de s'accomplir, d'accord? Et de ressentir les choses avec beaucoup d'émotivité, beaucoup d'intuition et de vivre ces choses-là dans ce sens-là, tu vois? Et de l'exprimer dans ce sens-là. Parce que l'archétype du Poisson et du Scorpion, c'est 2 signes d'eau en astrologie, hein, ne l'oublions pas. Donc ça l'aide beaucoup, à se connecter dans ce sens-là, d'accord? Et puis à faire ressentir aux autres aussi, dans son accomplissement professionnel avec son milieu du ciel aussi en Scorpion, tout ce que lui, il a imaginé, tout ce que lui, il a voulu transmettre comme émotion, tout ce qu'il veut transmettre avec son Mercure aussi en Poisson. Hem, Cette sensibilité naturelle qu'il a chez lui très, très développée, voilà, ça l'aide beaucoup, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide énormément même et il arrive à transmettre tout ça, les émotions aussi aux autres, à son public d'un point de vue professionnel ici, dans son image aussi sociale, tout ça, tout ça. Vénus sextile Saturne ensuite, Vénus en Poisson, sextile Saturne en Capricorne. Donc là, Saturne, c'est les responsabilités, les freins, le blocage. Vénus, c'est l'amour, l'affection, l'apparence physique. Je pense que c'est quelqu'un qui, encore une fois, là ici, il y a un beau sextile. C'est quelqu'un qui a cette faculté, encore une fois, comme je le disais, à être très empathique, romantique, doux, affectueux, sensible, mais qui a aussi beaucoup la tête sur les épaules et qui est très sérieux, ambitieux et exigeant. Et donc du coup, cette énergie, elle matche bien parce que ça fait un bon combo entre les 2. Ça fait quelqu'un, une personnalité de lui, enfin, ça fait de lui quelqu'un qui est plutôt quand même rationnel, pragmatique, la tête sur les épaules, qui sait résoudre, les choses, prendre des décisions importantes et cetera, mais qui en même temps, avec sa Vénus ici en Poisson, sait quand même être à l'écoute des émotions des autres, ressentir ce que les autres ressentent, se mettre à la place des autres, d'accord? Et faire preuve quand même d'émotion, malgré tout. C'est pas un cœur de pierre non plus, tu vois? Donc ça, c'est chouette. Et Vénus sextile Saturne, ça lui donne aussi beaucoup plus de rondeur, en fait, aussi. Parce que Saturne, c'est une planète qui est lourde, qui est rigide. Ça lui donne plus de rondeur, plus de douceur, d'accord? Une énergie plus féminine dans ce sens-là aussi. Avec Vénus sextile Saturne. Mercure sextile ascendant, Mercure en Poisson, ascendant, Sagittaire ici. Hem, quoi dire? Quoi dire, quoi dire, quoi dire? Ici, Mercure sextile ascendant, ça lui donne encore une fois beaucoup de charme, parce qu'en fait, un Mercure en sextile avec l'ascendant, c'est beaucoup de, comment dire? Beaucoup plus de charme naturel, de capacité à relationner et à, s'exprimer avec les autres autour de soi, à s'affirmer, en fait, aussi dans la manière de se présenter aux autres, de parler, de discuter, d'échanger. Ici, il y a un côté chez lui, encore une fois, qui est très compassionnel, très intuitif, très créatif, artistique, avec cet archétype du Poisson, Mercure en Poisson et l'ascendant Sagittaire qui est très expansif, qui est très libre, qui est très optimiste, donc ça lui donne un bon combo à ce niveau-là et du coup, une facilité, je pense, à, connecter avec les gens dans ce sens-là. En revanche, il y a un côté, voilà, chez lui qui est trop un peu trop parfois, comment dire? En tout cas, soit flou, soit détaché, soit les 2. Il y a un truc un peu flou, un peu détaché ou les 2, un peu, voilà. On sait pas trop, où est-ce qu'il veut nous emmener, on sait pas trop vraiment, voilà. On n'arrive pas à tout percevoir, mais quand même, ça fait de lui quand même un profil intéressant dans ce sens-là. Jupiter ensuite Quinconce, milieu du ciel, Jupiter Gémeaux, milieu du ciel Scorpion. Pour s'accomplir professionnellement, lui, il veut bâtir un héritage, je vous l'ai dit avec cet archétype du Scorpion, il veut ressentir les choses intensément, poser les racines solides, les ancrer bien au sol profondément, hem, faire vibrer son public et cetera, de manière intense, passionnée et cetera. Mais son Jupiter en Gémeaux, il est là, il dit: «Hey, no!» Sa manière d'attirer les opportunités, la chance de croître, elle est instable. Elle est instable, elle est imprévisible avec cet archétype du Gémeaux. Donc là, ça crée une petite confusion là, ici. Ça crée une petite confusion avec ce quinconce là. Une petite bagarre.
Mars ensuite quinconce milieu du ciel, pareil dans la même optique, sa manière d'agir aussi, hein, Mars c'est sa manière de se positionner, d'initier les choses, trop imprévisible, trop instable. Milieu du ciel en Scorpion, c'est un milieu du ciel qui voilà, qui est très dans l'intensité, la profondeur, d'accord? Il a besoin sur du long terme de voilà, d'avoir quelque chose qui se bâtit, qui se construit au niveau de son héritage, du nom qu'il va laisser, de sa réputation, tout ça donc il y a quelque chose de très profond, très ancré, mais son Mars en Gémeaux, il dit: «Hey, moi j'ai du mal à rester cadré, à rester focus, hein, à pas trop m'emballer, à pas trop me disperser et cetera dans ma manière d'agir, d'initier les choses, les projets, tout ça, tout ça». Donc c'est compliqué et il va falloir qu'il travaille dessus si c'est pas déjà fait. Ensuite Jupiter quinconce ascendant, pareil, ascendant Sagittaire ici, Jupiter ici qui est en Gémeaux. Il y a un côté aussi chez lui, non, j'ai dit quoi? Jupiter, quinconce milieu du ciel, pardon, c'est ça que je voulais dire. Donc Jupiter quinconce milieu du ciel. Non, je viens de le dire juste avant, je me perds dans ce que je dis, c'est fou. Heu et Mars quinconce ah non, j'étais à Jupiter quinconce ascendant, c'est ça exactement. Donc Jupiter, Gémeaux, ascendant Sagittaire, quinconce, pourquoi? Parce qu'encore une fois, pareil, sa manière de croître, bref, voilà, il y a un côté très, drôle, très fun, très optimiste et cetera, très expansif, mais très instable aussi, d'accord? Et puis c'est quelqu'un qui a du mal aussi à entrer des fois plus en profondeur au niveau relationnel, ou au niveau ici de ses opportunités, sa manière de grandir, d'évoluer. Il a, plus de difficultés à, s'atteler à une vraie routine cadrée, structurée, dans ce sens-là et donc d'avoir de la chance, de l'opportunité, de la croissance sur la durée. Ici, avec son ascendant Sagittaire en plus en Quinconce, bah, il y a un côté chez lui qui est quand même très optimiste, qui est quand même très fun, très ouvert, aventurier. Et du coup, bah, en fait, tout ça, ça vient créer un peu le bordel, hein. Ça vient créer un peu ce il y a un peu ce truc de chez lui qui est très en mode: «Je fais ma life et tout ça, nanana». Mais en même temps, bah, sa manière de croître et elle dépend aussi des autres, de son environnement proche, de ses relations. Donc il y a un côté un peu ambivalent aussi chez lui des fois à ce niveau-là, c'est un peu flou, un peu vague et un peu instable, un peu imprudent. Donc bof. Et puis aussi Jupiter, c'est vraiment aussi, comment dire? C'est ce truc un peu, ce côté un peu aussi, leader en quelque sorte. L'ascendant ici aussi en Sagittaire qui est en quinconce chez lui. Il y a un côté ici leader chez lui, mais plus dans le sens avec le groupe, avec les gens autour de lui. Et le Sagittaire, l'ascendant Sagittaire, bah, lui, c'est un peu différent. Il peut être sociable, mais il est plutôt un électron libre tout seul, hein, il fait sa vie. En fait, il y a une ambivalence à ce niveau-là, c'est un peu flou parfois aussi pour lui. Et lui qui a tendance aussi, enfin, dans l'image qu'il renvoie à l'extérieur, à explorer les choses par lui-même, à sortir de sa zone de confort et cetera, avec son Jupiter en Gémeaux, ah! Il dépend beaucoup des autres, hein, et de son environnement proche malgré tout. Donc compliqué et parfois limité aussi dans ce sens-là. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire ici. Et enfin Mars quinconce ascendant, pareil, Mars en Gémeaux quinconce ascendant, dans sa manière d'agir, dans sa manière de se positionner encore une fois, sa manière de résoudre les conflits, il est très très instable, aussi, mais aussi très communicatif, très drôle, très fun, très dans voilà, dans au quotidien, très sympa quoi. Mais très voilà, imprévisible. Et donc son ascendant Sagittaire qui est beaucoup plus dans l'exploration, en dehors de sa zone de confort, qui est beaucoup plus dans, ouais, le fait d'atteindre ses objectifs, d'aller tout droit. Le Sagittaire, c'est aussi quelqu'un qui a un objectif qui lâche pas. Bah, le Jupiter ou le Mars ici en Gémeaux qui est en Quinconce avec ça, avec son cet ascendant Sagittaire, ah! C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il y a des parties de lui qui sont un peu, en confrontation ici. Voilà. Globalement, voilà ce que ça veut dire. C'est intéressant parce qu'il a un profil quand même malgré tout. Moi, je trouve qu'il a un côté, si je dois résumer un peu tout ça avant de terminer sur cette vidéo et avant de finir de vous parler de Pierre Niney ici, il a un côté quand même indéniable. Il est doué pour la création, pour l'artistique, il a la vision, il sait toucher son public et on le sait, il est caméléon. Avec en plus son Jupiter à 0°, son Mars à 1°, je l'ai pas dit aussi, mais son milieu du ciel à 0°, j'en ai pas parlé parce que j'en parle aussi, j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo de François Civil et Adèle Exarchopoulos. La théorie des degrés aussi est très importante, on n'en parle pas beaucoup en France. Moi, j'en parle dans ma formation d'astrologie, le lien est en description, je vous l'ai dit avant, si vous voulez aller plus loin et continuer d'apprendre avec moi, côté astrologie, n'hésite pas. Tout est en description. Mais la théorie des degrés est très importante parce qu'elle nous offre, surtout pour le degré 0, 1 ou 29 en astrologie, souvent, c'est des degrés qu'on va retrouver sur des gens qui sont successful, hein, sur des gens qui «réussissent» entre guillemets leur vie.
j'aime pas ce terme, mais vous avez compris. Là, ici, il a son bilier du ciel en Scorpion à 0° et hey, il est pas là pour plaisanter lui, hein. Je vous ai dit, il va laisser son héritage, il va laisser son nom là, il va même y avoir peut-être son nom partout affiché ou inscrit sur des cinémas ou, des noms de rue ou j'en sais rien, mais lui, il est pas là pour déconner, hein. OK. Ensuite, il a donc du coup son Jupiter en Gémeaux à 0°, donc ça lui offre une très riche palette d'opportunités et de diversité à ce niveau-là, au niveau des projets aussi qu'il va mener dans sa vie et de ce qu'il a envie de faire. Et Mars à 1° aussi, tu vois? Mars à 1°, ça lui donne, bah, du coup, beaucoup d'imprévisibilité avec cet archétype du Gémeaux, beaucoup d'instabilité, mais aussi beaucoup, d'audace, d'accord? De relationnel, d'ouverture, de sociabilité, d'accord? À ce niveau-là. Donc très intéressant, il a quand même des placements très, très, très intéressants ici. Et puis donc, ce que je voulais dire en résumant son profil ici, c'est que voilà, il a ce côté avec le poisson et sa dominante poisson qui est très créative, intuitive et cetera, imaginative et tout, hem, parfois flou, un peu dans son monde, un peu on n'arrive pas à le suivre et il n'arrive pas à se connecter aussi à la réalité. Pour lui, c'est il a plein d'idées et un peu dans son délire, quoi. C'est un peu un artiste incompris, tu vois, dans ce sens-là aussi. Et puis avec l'archétype du Gémeaux aussi, ce du mal à cadrer, mais en même temps cette grande ouverture, cette grande sociabilité naturelle, côté fun, ce côté drôle, enfin, il a cette personnalité très, très avenante dans ce sens-là, avec son Jupiter, son Mars, sa Lune, mais son côté aussi imprévisible, aussi instable, OK? On a du mal à suivre, il a du mal à se positionner aussi, il a du mal à se cadrer. Et puis bon, ici son Saturne en Capricorne lui donne quand même un peu de cadre, un peu, mais et ben, un peu de figure une certaine figure d'autorité aussi, mais quand même. Puis avec tous ces aspects-là, parfois c'est compliqué pour lui, je pense, personnellement parlant, pas forcément que professionnellement ici, de se fixer un cadre, de se fixer une routine claire, de savoir vraiment où est-ce qu'il veut aller, que les gens le suivent et le comprennent dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il veut faire et cetera. C'est un peu ce que je disais, pour moi, c'est un peu ce truc de artiste incompris et multipotentiel, hein, c'est un peu ça. Je sais pas si tout le monde connaît ce terme, mais avec ce placement en Gémeaux et puis Poisson, il y a ce côté-là un peu artiste incompris, multipotentiel, il a et ça m'étonnerait pas, comme je le disais au tout début de cette vidéo, qu'il finisse un jour par faire d'autres projets complètement, what the fuck, on s'y attend pas ou je sais pas, ouvrir aussi son école d'acting ou sa propre boîte de production si c'est pas déjà fait. Enfin, moi, je connais pas toute sa vie, mais voilà. Mais sa difficulté pour lui, ouais, c'est de vraiment rester, comment dire? Stable, ancré et persévérant dans ce sens-là. Même s'il a quand même quelques petits placements, mais c'est pas suffisant pour la durée, pour en termes lui, personnellement parlant, voilà. Dans le temps de vraiment avoir cette vision assez structurée, assez stable. En revanche, voilà, indéniable, il a cette personnalité charmante, artistique, créative qu'on adore chez lui avec ses placements Poissons et Gémeaux principaux et dominants ici. Donc un profil intéressant en fait à analyser tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé et t'aura plu, ou t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas, surtout pas à t'abonner à ce compte, à cette chaîne YouTube, à commenter, liker, cette vidéo et à la partager aussi si jamais ça t'intéresse, ou à me faire un retour en message privé ou en commentaire directement. Message privé via mes différents réseaux sociaux, donc le lien est en description. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Il y a une vidéo par semaine qui sort à chaque fois, analyse de thème astral, côté astrologie ou compatibilité de couple, etc. Synastrie, il y aura peut-être d'autres après, types de vidéos qui sortiront au fur et à mesure de séries de vidéos dans ce sens-là. N'hésite pas à me faire tes suggestions aussi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, si tu veux aussi qu'on analyse ensemble ton propre thème astral, je le fais en consultation et j'ai accompagné aujourd'hui plus de 100 personnes dans ce sens-là. J'ai plus de 80 avis, Google 5 sur 5 étoiles. N'hésite pas à checker tout ça et à me faire confiance si jamais tu souhaites aller plus loin, même côté numérologie, cartomancie, tout est en description, en barre d'infos. Et voilà, on se retrouve prochainement, on se dit à la prochaine et merci à toi de regarder et d'avoir regardé cette vidéo et à très, très vite. Bye bye.